Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sens Politique, l'émission qui prend le temps de connaître une invitée pour décrypter avec elle son parcours, son engagement et sa personnalité au rythme de l'actualité. IA ou AI en anglais, deux petites lettres dont vous n'avez pas fini d'entendre parler, y compris dans le champ politique. IA ou AI pour intelligence artificielle. Depuis septembre dernier, ces deux petites lettres ont fait leur apparition au gouvernement. À la dernière place de l'ordre protocolaire, certes, sans administration non plus, mais disposant désormais d'une incarnation. Notre invitée est diplômée de l'ESSEC, une grande école de commerce parisienne, et dotée d'un MBA à Harvard après plusieurs expériences professionnelles en Asie. Elle travaille ensuite pour Vestiaire Collective, une plateforme en ligne qui revend des objets de mode ou de créateurs de seconde main. Le chiffre d'affaires triple en 3 ans. À 32 ans, malgré un léger syndrome de l'imposteur, elle postule à la tête de la French Tech sans le dire à personne. Elle est prise. Pendant 3 ans, elle s'évertue à aider les startups pour les rendre plus durables, plus féminisées et mieux réparties sur le territoire. Une façon d'approcher le monde politique, c'est en tout cas un cap qu'elle franchit dans le gouvernement de Michel Barnier en septembre, reconduite dans celui de François Bayrou en janvier. Malgré l'instabilité, elle veut aller vite, elle aime trouver des solutions, les postes à responsabilité et les femmes dirigeantes. Elle nous dira pourquoi elle a quitté le monde de l'entreprise pour s'engager en politique, ce qui est de moins en moins fréquent. Bonjour Clara Chapaz. Bonjour Astrid. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ministre déléguée à l'intelligence artificielle et au numérique. Et merci à vous de nous suivre comme chaque samedi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Comment va Albert ? Très bien. Alors, pour la petite histoire, mon grand-père s'appelait aussi Albert, donc c'est bien, ça nous ramène certainement à tout un parcours personnel, cette question. Mais Albert, pour les gens qui nous écoutent, c'est le moteur d'intelligence artificielle qui a été développé par l'État français et notamment le service interministériel au numérique, qu'on appelle la DINUM, qui pose vraiment, je pense, une illustration de l'ambition qui est la nôtre pour ces questions d'intelligence artificielle. On se demande si avec Albert, on est équipé face à OpenAI, le géant américain. Cette question est très intéressante, vous l'avez souligné. Je viens du privé et je me suis engagée pour montrer qu'en France et en Europe, on a tous les atouts pour construire de grandes entreprises du numérique. Et vous avez cité une entreprise américaine qu'on entend beaucoup, souvent parler d'intelligence artificielle, mais je pense que la tâche qui est la mienne, la tâche qui est la nôtre, parce que c'est quelque chose de très collectif, c'est aussi de regarder un peu plus ce qu'on fait bien ici en France. Et ces entreprises, elles existent. J'étais dans une conférence internationale en Suisse, à Davos, il y a quelques jours seulement. Dans tous les panels où on a parlé d'intelligence artificielle, nous avions des Français. Nous avions des Français qui sont à la pointe du domaine, dans la recherche, dans les entreprises. Je pense par exemple à Arthur Mensch qui développe Mistral, une entreprise qui fait des modèles d'intelligence artificielle qui sont tout aussi puissants que ceux que vous avez cités. Et il faut qu'on puisse les mettre en avant. Estimez-vous qu'il y a trop ou pas assez d'intelligence artificielle dans les services publics français ? Il faut qu'on aille beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Le Premier ministre l'a rappelé dans son discours de politique générale, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui peut nous permettre d'améliorer les services publics et d'apporter beaucoup aux agents. Quand on pense intelligence artificielle, on entend souvent beaucoup de questions. Comment est-ce que ça va transformer mon quotidien ? Comment est-ce que ça va transformer mon travail ? Est-ce que l'intelligence artificielle va me remplacer ? J'entends beaucoup cette question partout sur le terrain en France. L'intelligence artificielle est un outil, comme n'importe quelle technologie, qui peut aider les agents et donc tous les usagers à avoir un certain nombre de choses très positives et vraiment une dimension de progrès. Je prends un exemple très concret. Un médecin aujourd'hui, vous êtes certainement allé chez le médecin il n'y a pas très longtemps, il va passer un certain nombre de temps sur son ordinateur, à prendre des notes, à pouvoir faire toute la partie administrative. L'intelligence artificielle, ce qu'elle permet, on a des entreprises françaises qui font ça très bien. Doctolib a lancé une offre en ce sens. Elle va permettre que le médecin il puisse se reconcentrer sur son patient, sur la relation humaine avec son patient, pendant que l'intelligence artificielle et cet outil lui permettent de prendre ses notes, de guider la
partie plus administrative de sa consultation. C'est des choses comme ça très concrètes qui vont pouvoir changer notre relation avec nos médecins, notre relation avec nos services publics, vous en parliez, et sur lequel on a bien l'intention d'accélérer. Le gouvernement Borne a installé en 2023 une commission de l'intelligence artificielle pour, je cite, contribuer à faire de la France un pays à la pointe de la révolution composée d'experts du numérique. Et cette commission a rendu un rapport en mars 2024 à Emmanuel Macron, dans lequel elle préconise des investissements importants à hauteur de 35 milliards d'euros sur 5 ans. Est-ce qu'on a les moyens, Clara Chapaz, de répondre positivement à cette commission ? On répond au fait que on est à la pointe de l'intelligence artificielle. Au sein de l'Union européenne, on est le pays le plus avancé sur cette technologie. Et on a bien attention. On est le pays le plus avancé, mais vous avez bien sûr vu les annonces de Donald Trump cette semaine, qui annonce, lui, 500 milliards sur 5 ans, juste pour des data centers. Qu'est-ce qu'on a en France et ce sur quoi on travaille avec ce rapport, mais aussi depuis 2018. Ça a été une grande priorité pour notre action. Le président de la République, vous l'avez dit, a commandé ce rapport, mais même avant ça, depuis 2018, avec d'ailleurs le mathématicien Cédric Villani, un premier rapport a permis d'aiguiller. Il y a beaucoup de rapports, la politique publique et a permis de faire des choses très concrètes. J'ai parlé de toutes ces chercheurs formidables que l'on voit dans les conférences internationales. Non, mais quand vous dites, Clara Chapaz, quand vous dites on est le premier, c'est pas vrai. En termes de production d'articles, on est 12e, derrière la Chine, l'Inde, les États-Unis. En termes d'investissement, on n'est pas du tout les premiers. Quand on regarde où se créent les solutions dont nos entreprises, nos administrations ont besoin aujourd'hui, il y a des entreprises américaines, il y a des entreprises chinoises, mais il y a aussi des entreprises françaises et européennes. Mistral, dont je parlais, à l'échelle de l'Union européenne, ces entreprises sont françaises. D'accord, au sein de l'Union européenne. Ces entreprises sont françaises. Et ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit du fait qu'on a su comprendre que cette technologie était extrêmement importante, extrêmement transformative dans les domaines que j'ai cités, dans la santé, dans la transition énergétique. On pourrait y revenir. Et on a investi avant tout dans nos talents. J'étais la semaine dernière dans l'université de Lorraine à Nancy, qui a ce qu'on appelle un IA cluster. On a mis 360 millions d'euros pour développer ces formations de l'intelligence artificielle et s'assurer qu'on peut donner les moyens à nos chercheurs de rester à la pointe. On le fait. Il y en a 9 dans la France entière. Je serai aussi cet après-midi dans un IA cluster dans la région de l'Essonne avec la ministre d'État Elisabeth Borne et le ministre de la Recherche Philippe Baptiste. Donc on va continuer à soutenir cette recherche et à soutenir nos talents. C'est, je crois, le plus grand atout français, c'est cette excellence. Mais on a aussi, vous avez parlé de data center, et je pense qu'il faut y revenir. On a un atout formidable en France, c'est que pour entraîner ces modèles, il faut avoir accès à de l'énergie, et on a une énergie stable, décarbonée, avec le nucléaire, qui est un vrai atout dans les infrastructures. On aura très bientôt un grand sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, et ça sera l'occasion de réaffirmer l'attractivité de la France sur cette question-là. Encore un mot sur cette commission de l'intelligence artificielle et ce rapport remis à Emmanuel Macron. Elle préconise aussi de revenir sur la protection des données telle qu'elle est pratiquée actuellement par la CNIL. Qu'en pensez-vous ? Ce que je pense sur la question des données, c'est une question qui revient assez souvent quand on parle avec les Français et les Françaises de l'intelligence artificielle. Je vous parlais des différents déplacements qu'on a pu faire dans les dernières semaines. Il y a quelque chose qu'on fait que j'aime beaucoup avec l'appui du Conseil national du numérique et qui s'appelle le Café IA. Le Café IA, c'est quoi ? C'est on va sur le terrain parler à des personnes d'intelligence artificielle, des Français, des Françaises qui se posent un certain nombre de questions, qui ne sont pas experts en technologie, qui ne sont pas geeks, mais qui entendent parler d'intelligence artificielle et qui se disent comment ça va changer ma vie. Et souvent, ils demandent qu'est-ce qui va se passer au niveau de mes données personnelles. On a depuis 2018 la réglementation sur la protection des données personnelles qui, et ça je pense qu'il faut être très clair là-dessus, s'assure qu'en France, on n'utilise pas de données personnelles sans le consentement de ses utilisateurs. Et c'est très bien. Et je pense que c'est un cadre qui doit rassurer les Français sur cette question. Cependant, attention, vous avez parlé d'entreprises américaines, vous aurez pu citer les entreprises chinoises. Cette course à l'intelligence artificielle, elle est extrêmement rapide. Le rôle qui est le mien aujourd'hui, c'est de s'assurer qu'on a le bon cadre, mais s'assurer que ce cadre, il ne ralentit pas l'innovation. Et donc, est-ce que la CNIL ralentit aujourd'hui, telle qu'elle est, cette innovation ? La CNIL fait son travail sur les données personnelles, que ce soit pour l'intelligence artificielle ou
Donc on n'y touche pas. Toutes ces questions autour des données, et c'est très bien. Dans le règlement européen pour l'intelligence artificielle, dans sa mise en œuvre, on travaille de concert avec les entreprises pour comprendre comment est-ce que surtout on s'assure que le cadre qu'on met en place ne ralentit pas les plus petites entreprises. Mais je comprends pas bien. Si soit on le bouge, ce cadre, soit on le bouge pas. Le cadre, il est en construction. En fait, la façon dont on a posé le cadre, on est sur une technologie qui va très vite. L'intelligence artificielle, tous les 3 mois. Et les États-Unis dérégulent pendant ce temps-là. On voit des nouveaux modèles arriver qui ont des performances de plus en plus intéressantes. Finalement, l'intelligence artificielle, c'est une machine qui permet de réaliser un certain nombre de tâches complexes. Donc, elles font des tâches de plus en plus complexes, mais c'est très mouvant. Et donc, le cadre européen, et la France a une voix très forte au moment des négociations sur ce cadre-là, ça a été de se dire, on pose les bases. Les bases, c'est quoi ? C'est pas la technologie qu'il faut encadrer, c'est son usage. Et c'est les risques liés à son usage. Parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais usage en soi, c'est comme dans toute technologie. Mais je vous prends un exemple très concret. Au niveau de l'Union européenne, on dit il y a des usages interdits. C'est par exemple, et c'est autorisé dans d'autres pays, peut-être en Chine par exemple, c'est dire on n'utilisera pas l'intelligence artificielle en Europe pour noter socialement les Français, les Françaises et tous les Européens. Ça, c'est un usage qu'on ne veut pas. Donc, cet usage est interdit. Et ensuite, il y a plein d'autres usages. Des usages, par exemple, industriels, pour aider les processus de vérification industrielle. Quand j'étais en Lorraine la semaine dernière, il y a des entreprises sur ce domaine qui sont très à la pointe, parce que c'est une terre industrielle, donc l'intelligence artificielle apporte beaucoup. Et ça, il n'y aura pas le même encadrement, parce que c'est un usage qu'on considère être moins risqué. Et c'est cette nuance qui, je pense, est importante dans ce cadre, et surtout de s'assurer que dans la manière dont le texte maintenant est appliqué, et ça va être un texte qui est appliqué en plusieurs années, on garde comme principe fondamental de ne pas ralentir l'innovation. Ce qu'on demande aux entreprises aujourd'hui, je l'ai fait avec Meta la semaine dernière, quand les changements ont été annoncés, je convoquerai les autres plateformes dans les prochains jours. Ce n'est pas de pouvoir nous assurer qu'ils vont utiliser tel ou tel outil pour modérer leur contenu, c'est de nous assurer qu'on a sur ces réseaux, sur lesquels des millions de Français se connectent tous les jours, des outils qui nous permettent de nous assurer que les opinions, qui seraient de fausses opinions, peuvent être sorties de la plateforme, que les propos qu'on mentionnait peuvent être... Vous avez dit quelque chose là qui, je suis sûr, fait réagir des gens qui regardent la télé, des fausses opinions. Des fausses, pardon, mais c'est terrible d'avoir dit ça. Informations. Vous comprenez pourquoi c'est terrible de dire fausses opinions? Des fausses parce que informations. Ça veut dire que, non, mais parce que ça nourrit exactement leur hypothèse. Des fausses informations. Il y a des bonnes opinions. Ouais, mais vous comprenez. Il n'y a pas de bonnes opinions. Non, je vais être très clair là-dessus. Il n'y a pas de bonnes opinions, de mauvaises opinions. Il y a des fausses informations, la désinformation, et il y a les opinions. C'est votre voix qu'on entend, Clara Chapaz, sur le plateau de C'est Politique sur France 5 le 12 janvier dernier. Vous avez eu, suite à cet extrait sur les réseaux sociaux, énormément de réactions, de critiques, notamment venues de la droite ou de l'extrême droite. Comment avez-vous vécu ce moment? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un lapsus révélateur? Ma langue a fourché dans un débat animé. On a pu en entendre un petit extrait. Ce qui est important, je pense, c'est, encore une fois, de remettre un peu de la nuance sur ce sujet. De quoi on parle? On parle du fait qu'aujourd'hui, il y a 5 millions de Français qui, par exemple, sont sur le réseau dont nous parlions, qui est X, mais qu'il y a des millions de Français qui utilisent les réseaux sociaux pour s'informer, pour dialoguer, etc. Et c'est un fait, je veux dire, il y a un nombre de personnes qui ne se sentent plus à l'aise, qui expriment un vrai malaise sur ces réseaux. Et qui partent d'ailleurs de X en ce moment. Et qui partent de X. Et je leur jette pas la pierre. Je pense que quand des personnes sur les réseaux se sentent harcelées, se sentent mal à l'aise, déjà il faut leur dire, on peut porter plainte pour le cyberharcèlement. Il y a eu beaucoup de cas qui ont été faits en ce sens. Et j'ai de l'empathie pour ça. Mais ils sont protégés. En Europe, on a des règles qui sont les règles européennes. Il y a un cadre, et je crois que vous en avez parlé avec M. Thierry Breton la semaine dernière, qui a été posé de façon transpartisane, qui s'appelle le DSA, le Digital Service Act, qui vient dire des choses très simples. Et je pense qu'il faut les rappeler. Qu'est-ce qu'il vient dire ? Il met du temps par rapport à Elon Musk à s'adapter, puisque par définition, on fait des enquêtes, on attend des lois. Est-ce que l'Europe a les moyens d'appliquer des sanctions contre les big tech? Nous pose la question, c'est Antoine à Paris. L'Europe l'a déjà fait, l'Europe le fera. Là, pour l'instant, on ne le fait pas du tout. Mais je veux juste revenir 2 minutes parce que vous avez passé cet extrait et je pense que c'est important que les choses soient très claires. Ce que dit la réglementation européenne, c'est pas justement du tout une question d'opinion, c'est une question de simplement avoir les mêmes règles hors ligne qu'en ligne. Mais on n'y arrive pas, Clara Chapaz.
Mais bien sûr que si. Aujourd'hui, je pense que... Il suffit d'ouvrir X pour voir qu'on n'y arrive pas. Alors, une enquête est en cours et je pense que le rôle de cette enquête, c'est d'aller au bout. Et ça, la Commission européenne nous l'a assuré. J'ai échangé avec la commissaire en charge. L'enquête avance. Comme dans toute enquête, attendons la fin de l'enquête et on en tirera les conséquences. Mais je pense que la dernière chose qu'il faut faire, c'est se mettre à douter de l'Europe. Vous savez, on a un certain nombre de valeurs, on a une vraie opportunité et il faut voir l'Europe comme étant quelque chose de très puissant. Parce que si on commence à douter, je pense que ça ne va pas du tout dans la bonne direction. Et donc, ce que je veux dire aux gens qui parlent de X, je les comprends, c'est leur décision, ils sont bien sûr libres. Mais mon rôle, moi, en tant que membre de ce gouvernement, c'est de m'assurer que X, comme toutes les plateformes, suivent nos règles. Quand on est constructeur automobile et qu'on met une voiture sur le marché, il se trouve qu'en France, on roule à droite. Et c'est pareil, sur les réseaux sociaux, il y a des règles, elles seront respectées. Qu'a changé l'arrivée de ChatGPT en France en 2022 ? La façon, je pense, la plus qui me vient à l'esprit pour répondre à cette question, c'est ça a permis de rendre très concret l'intelligence artificielle. Je pense que l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau. Vous échangez avec n'importe quel chercheur. Yann Lequin, dont on a parlé tout à l'heure, travaille sur la question depuis de très nombreuses années. Mais ça a montré très concrètement, et en ça c'est très positif, que la technologie peut rentrer dans les mains de tous les Français, toutes les Françaises, et changer nos vies. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une opportunité formidable, encore une fois, d'accélérer, de se dire la stratégie qui a été mise en place depuis 2018, elle porte ses fruits, on a des entreprises qui sont reconnues. Comment on fait en sorte qu'on puisse tous les utiliser ? Et justement, il y a un vrai clivage générationnel sur cette question. Il y a une enquête qui a été faite par un sondage qui nous dit que près de 70% des 18-24 ans utilisent l'IA, alors que sur les 35 ans et plus, c'est seulement 22%. Est-ce qu'il est normal, ce clivage, finalement, dès qu'une nouvelle technologie arrive, ou il faut le résorber ? Mais il faut absolument le résorber. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce que je fais aujourd'hui, et ce qui est vraiment ma boussole, c'est qu'à la fois, on a un pays qui est capable de créer des innovations formidables, et je pense qu'on a mis les moyens, on a mis l'ambition, on a mis la détermination pour le faire, et en même temps, on a une vraie vision de se dire ces outils doivent être au service de tous et tous. Et ça, je vous l'ai mentionné avec les cafés IA, on aurait pu parler des conseillers numériques, ça a été vraiment la boussole, et ça sera la boussole qui est celle de mon action, de se dire il faut qu'on puisse innover, il faut qu'on puisse créer les solutions technologiques françaises, mais il faut qu'elles puissent servir à tout le monde. Et l'intelligence artificielle, en fait, apporte des réponses. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle ? On peut parler à une machine qui va nous aider à faire un certain nombre de démarches, et donc on peut aussi réduire ce fameux... Avec tous les risques que cela comporte, Clara. Je ne sais pas si vous êtes une fan de ChatGPT, mais enfin, il y a quand même beaucoup d'erreurs. Je pense qu'il faut le dire, notamment aux plus jeunes qui nous écoutent. Alors moi, je suis plutôt une fan du chat ou des modèles qui sont développés par les entreprises européennes. Et quand je parlais de responsabilité commune, je pense que là, on est exactement dans le sujet. Il faut qu'on sorte de cette fascination pour les entreprises étrangères qui développent des choses formidables, mais aussi qu'on regarde ce qu'on fait très bien ici. Et si on pouvait dire dans une phrase comme ça, quand on regarde comment les modèles français, comme le chat de Mistral, hallucinent, parce que l'hallucination, c'est quelque chose que tous les modèles font, est-ce que ça pose des questions ? Oui, ça pose des questions, mais... Qu'est-ce que ça veut dire, hallucine ? Alors, l'hallucination dans un modèle d'intelligence artificielle, c'est que, comme parfois, les modèles ne répondent pas assez précisément ou peuvent se tromper. Il y a beaucoup de recherches scientifiques autour de ça. Et les Français ne se trompent pas, eux ? Quand ils utilisent l'intelligence artificielle, je pense que Non, les moteurs, enfin les logiciels français. Ah, mais toutes les technologies d'intelligence artificielle ont cet enjeu à résoudre. Mais ce que je veux dire par les Français, c'est qu'il faut qu'on puisse les valoriser. Pour revenir à votre question de est-ce que l'intelligence artificielle se trompe ? Le développement de toutes les technologies doit venir avec une certaine éducation. Est-ce que vous allez le faire, justement, vous, Clara Chapaz, en tant que ministre déléguée au numérique et à l'intelligence artificielle ? Il y a un rapport parlementaire que vous avez dû voir passer en 2024 qui propose, par exemple, de lancer des programmes de formation pour les scolaires, les actifs et le grand public. C'est une question extrêmement importante. J'en parlais avec la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, parce qu'il y a les publics que vous avez mentionnés, mais dès le plus jeune âge, ou en tout cas dès le collège, aujourd'hui,
vous l'avez cité dans les chiffres que vous avez mentionnés, on sait que l'intelligence artificielle est utilisée, qu'un certain nombre de produits sont utilisés, et donc il faut qu'on puisse accompagner les élèves à Vous utiliser allez le faire l'intelligence très concrètement Oui, dans votre action? Très concrètement, le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle que nous accueillons en France le 10 et 11 février, qui est organisé par la présidence de la République, c'est aussi l'occasion pour nous de pouvoir dévoiler comment on veut accélérer sur la stratégie nationale de l'intelligence artificielle, et la question de l'éducation portée par le ministère concerné sera centrale. Bon, est-ce que ce sommet, en effet, qui se tient même du 6 au 11 février, il y a plusieurs journées avant à Paris, co-organisé avec l'Inde, vous nous direz peut-être pourquoi, l'Inde est co-organisatrice, très en avance sur l'IA, est-ce qu'il est ouvert au public, ce sommet? Ce sommet, peut-être pour expliquer un peu aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est? On en a parlé, l'intelligence artificielle va et le fait déjà, transforme nos vies sur tous les secteurs, tous les métiers. Et donc, la France a décidé d'organiser un sommet parce qu'on a les atouts qu'on a mentionnés, les talents, l'énergie. On a des choses à dire sur cette technologie qui visent à faire 3 choses. 1, vous m'avez posé beaucoup de questions sur le sentiment des Français vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Ce sommet, c'est, première chose, montrer que cette technologie est très positive, qu'elle apporte des choses très positives dans le domaine de la santé, la recherche de nouveaux matériaux, il y a l'éducation. L'intelligence artificielle, c'est aussi dans le domaine de l'éducation. Est-ce qu'il est ouvert au personnaliser. public? Est-ce qu'il est ouvert au public, ce sommet? Donc, il y aura sur cette partie-là des démonstrations de l'intelligence artificielle qui seront ouvertes à tous, notamment dans le cadre d'un week-end culturel. Au Grand Palais? Au Grand Palais, il y aura un certain nombre d'événements autour des chefs d'État. Je vous dis ça parce que c'est très difficile de trouver cette information en ligne. C'est dommage pour un sommet sur l'IA. Alors, je vous réexplique donc. Cette partie société. Deuxième partie, une partie attractivité. Ça doit nous permettre de montrer ce qu'on fait en France, comment on va accélérer, on va le faire. Troisième partie, la partie diplomatique. Donc, c'est ce qui se passera au Grand Palais. Avoir une centaine de chefs d'État, une centaine de chefs d'entreprise, une centaine de scientifiques à la pointe sur cette technologie pour travailler ensemble sur la vision qu'on veut être la nôtre, c'est-à-dire développer une intelligence artificielle plus éthique, plus inclusive, plus durable aussi. Et là, on a des vrais atouts. Pour répondre à votre question de comment on participe, on a eu beaucoup de questions sur Instagram et dans la boîte mail de Sens Politique sur ce sujet. Se pose cette question et on veut absolument les embarquer de plusieurs manières. Donc il y a ce week-end culturel où il y aura un certain nombre d'événements à Paris, à la Conciergerie, au MK2, etc., qui vont pouvoir montrer les interactions entre l'IA et la culture. Il y a une journée pour les entreprises, pour que les entreprises puissent aussi profiter du fait qu'on a ce grand rassemblement de l'intelligence artificielle pour pouvoir faire avancer leur entreprise, leurs décisions, leurs rencontres. Et partout en France, on aura des événements sur l'intelligence artificielle, on aura les conférences qui sont retransmises dans les universités, qui ont ces fameux IA clusters, et donc on pourra s'informer. On aura les entreprises qui ouvrent leurs portes pour parler d'intelligence artificielle. C'est un sommet qui va vraiment embarquer. Une question de François Pierre en Haute-Savoie. Quelle est selon vous la principale menace née des innovations récentes en IA? La principale menace, ou je ne sais pas si menace est le bon mot, mais en tout cas, moi, ce qui m'occupe quand je me réveille le matin, c'est de me dire qu'on l'a dit, ça va très vite et il faut qu'on puisse aller vite. Il faut justement qu'on réponde aux personnes qui ont des peurs. Et vous ne voyez pas de menace environnementale, de données, on l'a dit. Même, il y a un débat au sein des experts de l'IA sur est-ce que une IA peut devenir plus intelligente qu'un humain? Est-ce que vous avez une position dans ce débat, Clara Chapaz? J'y vois pas des menaces, j'y vois des sujets auxquels il faut qu'on apporte des réponses, parce que le rôle du gouvernement, c'est quoi aussi? C'est de créer de la confiance quand on a une nouvelle technologie qui vient changer autant nos habitudes, pour que les entreprises, les Français, les Françaises, les administrations se sentent en mesure d'utiliser cette technologie et puissent en tirer tous les bénéfices. C'est vraiment ça qui m'occupe. Vous parliez du fait que certaines personnes utilisent moins l'IA que d'autres, peut-être en fonction de l'âge, peut-être en fonction... Justement, mon rôle, c'est de faire en sorte que tout le monde soit en confiance et puisse utiliser cette technologie pour qu'on puisse en tirer tous les bénéfices et le progrès. France Culture, Sens Politique, Astrid de Vilaine. Un autre chapitre, c'est la méthode que nous suivrons pour retrouver la production, l'innovation et l'industrie. On voudrait nous condamner sur ces sujets au déclassement alors que
Par ailleurs, la Silicon Valley déroule ses tapis rouges à nos ingénieurs du numérique et de l'intelligence artificielle. Nous sommes, nous Français, des géants de la recherche informatique, algorithmique et automatique. Ne nous laissons pas devenir des nains de la nouvelle économie qui sera précisément fondée sur le numérique. Et il en est de même pour l'espace ou les énergies décarbonées. Le gouvernement est attaché à la trajectoire d'investissement dans la science définie par la loi de programmation de la recherche. La recherche dans les universités et les laboratoires, mais aussi ailleurs dans la recherche de l'entreprise. La voix de François Bayrou lors de son discours de politique générale le mardi 14 janvier devant l'Assemblée nationale. Alors, il pose plusieurs questions auxquelles vous avez commencé à répondre. Clara Chapaz, avec quel argent pouvons-nous être des géants ? Sommes-nous des géants ou des nains ? C'est vrai que c'est une question qui interroge. Quand on va sur le site de Bercy, on nous explique qu'on est très en avance, comme vous venez de le faire. Et quand on lit le rapport de la commission de l'IA, il nous dit au contraire qu'on est très à la traîne. Et du coup, ça me permet de revenir avec votre question précédente et peut-être introduire ici la question du récit. En fait, il y a plusieurs façons de voir les choses, vous l'avez très bien expliqué, mais le Premier ministre a été très clair. Les talents français qu'on retrouve dans le monde entier, certains d'ailleurs font le choix de revenir en France pour lancer leur entreprise d'intelligence artificielle en France. Ils ne le font pas pour nous faire plaisir, ils le font parce qu'ils pensent que le projet qui est le nôtre sur cette technologie est un projet extrêmement enthousiasmant et qu'on a des choses à dire. Et donc c'est là où je pense que le récit est très important. Il faut se dire, on a les talents, on a l'ambition, on a la détermination, on a l'énergie. Pour revenir aux menaces dont vous parliez, la question de la consommation énergétique de l'intelligence artificielle, c'est une vraie question. Mais là aussi, on peut soit se dire, c'est un problème, on lève le pied, on ralentit, ou se dire c'est un problème, on va y répondre. Et en France, on a une énergie verte et décarbonée. En France, on a des entreprises qui font des modèles d'intelligence artificielle plus petits et donc qui sont aussi plus durables. Et donc sur toutes ces questions, il y a une façon très positive de répondre qui est de dire faisons avec nos atouts et regardons ce qu'on fait ici plutôt que regardons ce qui se fait ailleurs et voyons comment on peut accélérer ensemble. Qu'est-ce qui vous a frappé, Clara Chapaz, en découvrant la vie politique quand vous avez été nommée dans le gouvernement de Michel Barnier en septembre ? Justement, c'est peut-être cette histoire de récit. J'ai travaillé dans de nombreuses entreprises technologiques à l'international. Je suis rentrée en France en 2019 et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler parce que j'avais envie de faire partie du récit qui changeait beaucoup sur la place de l'innovation en France et du fait que depuis 2017, il y avait un enthousiasme porté par le président de la République sur le fait qu'on était une grande nation d'entrepreneurs. La Startup Nation. Et donc, la Startup Nation. Et donc, quand on est à l'étranger et que on a fait partie de ce monde technologique depuis quelques années et que on a une vraie fierté à être français, on a envie de participer à ça. C'est comme ça que je me suis retrouvée là et peut-être qu'on pourra développer un petit peu. Et vous n'avez pas été déçue ? Et non, j'ai pas du tout été déçue. Au contraire, je pense que et ça me permet de reboucler la question sur qu'est-ce qui m'a frappée. L'action politique, elle passe par des stratégies, des plans, des investissements dans les IA clusters dont j'ai parlé, mais elle passe aussi par la communication. Elle passe aussi par le fait qu'il faut qu'on crée ce récit très positif autour de la technologie pour que les Français, les Françaises se sentent à l'aise d'utiliser cette technologie et ont envie de voir tout le progrès qu'on a autour de cette technologie. Elle passe aussi sur le récit vis-à-vis de nos partenaires étrangers pour rester une nation d'attractivité en intelligence artificielle. C'est très vrai. On a des investissements importants. On en dévoilera certains au moment du sommet. Et donc, cette question de comment on raconte ce qu'on veut faire est extrêmement importante. Alors, vous avez été à la tête de la French Tech. C'est un organisme public créé sous François Hollande en 2013 pendant 3 ans. Et à ce moment-là, vous avez voulu vous engager pour les startups sur plusieurs aspects. J'en parlais en introduction. Vous avez par exemple contribué à créer le prix Capital French Tech de l'année pour donner de la visibilité et du financement à des startups sur l'ensemble du territoire. Alors, j'ai regardé pour 2024, la capitale French Tech de l'année, c'était la Bourgogne-Franche-Comté. Il n'y a pas de ville digne d'être capitale ? Les capitales French Tech représentent tout un territoire et pas seulement une ville, parce que c'est vraiment la dynamique collective qui est importante dans ce dispositif. Mais je reviens un tout petit peu en arrière sur une administration
public qui s'occupe des startups et puis quelqu'un du privé comme moi, qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Mais parce que est-ce que c'est ça qui a fait la jonction finalement? Tout à fait. Et cet exemple de la capitale de l'année est très parlant parce que c'est exactement ce récit-là duquel j'ai eu envie de faire partie et où j'ai eu envie de mettre toute mon énergie. Quand on est entrepreneur, quand on bosse pour une entreprise technologique, on a une pression du résultat à permanence. On est tout le temps en train de se réveiller en se disant comment est-ce que je peux faire plus de chiffre d'affaires parce que, en plus, dans le domaine de la technologie, on a besoin de ce chiffre d'affaires pour avancer. On est sur des entreprises qui parfois ne sont pas encore rentables. Et un matin, en rentrant en France en 2021 et rejoignant une très belle entreprise dans le monde de la tech, je me suis dit j'ai envie de faire plus que ça en fait. J'ai pas envie de seulement me lever pour accélérer les résultats d'une seule entreprise, mais je crois sincèrement dans le fait qu'on a un écosystème d'innovation formidable, on a un récit qui a commencé à changer et j'ai envie d'en faire partie. Et la question que vous posez sur la capitale de l'année, c'est exactement ça, c'est de montrer que la fameuse Startup Nation dont vous avez parlé, c'est pas un truc de Parisiens dans des bureaux du 9e arrondissement. C'est partout en France des talents à la pointe dans la recherche, le Premier ministre en parlait dans son discours de politique générale, qui ont des innovations à apporter pour changer la vie des gens, partout en France. Il y a une constante dans votre parcours, Clara Chapas, c'est que dès que vous acceptez un poste à responsabilité, vous tombez enceinte. Quand vous arrivez à la tête de la French Tech en 2021, vous êtes enceinte, je me permets d'en parler parce qu'il y a des vidéos sur le sujet. Et quand vous arrivez au gouvernement Barnier en septembre dernier, aussi... je ne pouvais pas trop le cacher, en effet. De votre courte expérience en politique, diriez-vous qu'il y a plus de machisme en politique ou dans les entreprises ? La question du machisme n'est pas forcément la bonne, je pense. Il y a du machisme dans la société en fonction des individus et ça, voilà, il faut bien sûr se battre là-dessus. Je l'ai fait beaucoup en entreprise. C'est quelque chose qui a été très cœur à mon action dans la French Tech, qui restera cœur à mon action parce que l'émancipation des femmes, que ce soit par le travail, par les parcours politiques, par les parcours que chacune choisit, est extrêmement importante pour moi et pour la société. Je pense qu'on ne doit absolument pas revenir là-dessus. Mais la question que vous posez me permet d'ouvrir sur le fait que si ce sont des coïncidences, mais si ces moments de vie ont pu coïncider avec des responsabilités et si ça peut permettre à un certain nombre de jeunes femmes qui nous écoutent de se dire en fait, si on a envie, et là, vraiment, je ne veux pas du tout mettre la pression sur les femmes à se dire qu'il faut absolument prendre des responsabilités quand on est enceinte, ce n'est pas le sujet. Mais si on a envie de le faire, aujourd'hui, en 2025, c'est possible. C'est possible de devenir ministre quand on ne vient pas de la classe politique et qu'on est 8 mois enceinte. Ce n'est pas facile. Et qu'on a 35 ans. Ça demande énormément d'aide de sa famille, de ses proches. Et du coup, j'en profite pour les remercier parce qu'on ne pourrait pas faire ça sans eux. Ça demande une équipe complètement attachée à faire en sorte que tout se passe bien. Et c'est formidable, mais c'est possible. Et j'aime bien l'anecdote que vous donnez sur la règle de 40 cm, qu'il faudrait peut-être un peu allonger d'ailleurs. La règle de 40 cm, c'est quoi ? C'est Cédrico, de mes prédécesseurs, ministre du numérique, que je vais voir un peu inquiète, pas forcément rassurée, pour lui dire, voilà, je viens d'accepter ce poste à responsabilité, donc directrice de la mission French Tech, et je suis enceinte. Et il m'a dit, mais c'est génial. Si on prend une règle de 40 cm et qu'on se dit que c'est une carrière, c'est quoi un congé maternité ? C'est 3 mm. Et donc, cette question-là, voilà, je pense qu'il faut, et bien sûr, on aimerait que ça soit plus un sujet, mais ça reste encore un sujet. Et si on peut montrer des exemples comme celui-là, bien sûr, je suis ravie de le faire. L'ancienne patronne d'Areva, Anne Lauvergeon, était à ce micro il y a 1 an tout juste. Elle disait qu'elle attendait un MeToo des grandes entreprises. Vous aussi ? Moi, j'attends pas de MeToo des grandes entreprises. Je peux vous parler des entreprises avec lesquelles j'ai beaucoup travaillé, qui sont les entreprises de l'innovation. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans la caricature non plus. Oui, il y a beaucoup d'hommes dans les entreprises de la tech, c'est un fait. C'est un fait parce qu'aujourd'hui, il y a plus d'hommes qui vont vers des carrières scientifiques et technologiques, et notamment le code informatique, que de femmes. C'est vrai. Mais à chaque fois que j'ai voulu parler de ce sujet, que j'ai voulu engager les entreprises dans cette réflexion, j'ai eu énormément de soutien. 700 entreprises ont signé ce qu'on appelle le pacte parité, qui vise à pouvoir prendre un certain nombre de décisions très concrètes pour s'assurer qu'il y a plus de parité dans les entreprises. Alors oui, alors parlons-en de votre parité, parce que c'est un quota de 20% de femmes dans les conseils d'administration des startups. Je ne sais pas si c'est le bon mot, parité. On a
pris le modèle de la loi Rixin, de la loi Copé-Zimmermann sur cette question, avec du coup plusieurs étapes. Une première étape à 20%, puis une étape à 40%, le temps de pouvoir donner aux entreprises le temps d'avancer sur cette question. Et aujourd'hui, quand on regarde la loi Copé-Zimmermann, on est le pays qui a le plus de femmes dans les conseils les conseils d'administration, et donc ça marche. Bien sûr, on préférerait un monde sans quota, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais si parfois il faut arriver à 50%, ça aurait pu être un objectif. C'était impossible à tenir. L'idée, c'était de pouvoir se calquer sur ce qui a marché, c'est-à-dire la loi la loi dont on a parlé. Sens politique, l'archive de l'invité. Cela ne se passe pas en Europe. Qui veut construire une entreprise en Chine ou en Russie? Cela se passe ici même. Et cette micro-tendance va changer tout ce que nous faisons. Tout le monde dans cette salle, toutes les tendances, la guerre et la paix, comment nous nous battons, où nous nous battons. Est-ce que les humains se battent? Est-ce qu'ils ne se battent pas? Comment coder ces décisions parce que c'est trop rapide? Comment devancer nos adversaires? Et c'est en fait peut-être la première fois, depuis que nous avons la bombe atomique, avant que nos adversaires ne nous la volent, que nous avons un avantage structurel massif. La voix d'Alex Karp, le PDG de Palantir Technologies, entreprise de Big Data. C'était le 7 décembre 2024 à Simi Valley en Californie lors du Reagan National Defense Forum. Est-ce que vous partagez cette analyse, Clara Chapas? Les États-Unis ont actuellement un avantage structurel aussi important que la bombe atomique dans leur avance sur les technologies dans le domaine de l'IA. Parfois, on parle même de l'électricité comme comparaison. Pourquoi cet extrait, il me parle, et je répondrai à votre question ensuite, parce que quand je réfléchis à comment je me suis retrouvée ici, il y a un moment qui me revient en tête, qui est très fort. Vous l'avez mentionné en introduction, j'ai fait une partie de mes études aux États-Unis à la Harvard Business School. Et la façon dont on enseigne, dont on apprend dans cette école, c'est beaucoup autour du dialogue, de la discussion. Donc on rentre dans une salle de classe, on va parler d'une problématique et on échange les uns les autres notre point de vue sur cette problématique. On était dans un cours sur l'innovation. Et je prends la parole pour un peu analyser le problème et dire X ou Y chose, c'est pas le sujet. Mais là, j'ai un de mes camarades de classe américain qui me dit « Non, mais alors, je vous arrête tout de suite. Tu es française, tu es européenne. Il y a seulement les Américains qui peuvent parler d'innovation. » Et ça, c'est quelque chose contre lequel je ne pouvais pas faire autrement dans votre engagement que d'avoir envie de me battre. Et donc, c'est ça qui m'intéresse le matin. Et c'est pas une question de les États-Unis versus l'Europe. C'est le monde entier avance d'un point de vue technologique. Et en Europe aussi, on avance. Et je pense qu'il faut le dire, il faut le redire et il faut le redire. Nous avons les atouts et il ne faut surtout pas se faire enfermer dans cette espèce de défaitisme. Mais pour répondre concrètement, parce qu'on a eu beaucoup de questions, Clara Chapas, sur ce sujet, dans la boîte mail de Sens Politique, je pense par exemple à celle de Christophe. L'Europe et ses exécutifs sont-ils actuellement en train de réfléchir à un plan pour répondre au projet Stargate américain, donc je le répète, qui a été annoncé cette semaine par Donald Trump, programme massif de 50 milliards d'euros d'investissement privé sur 4 ans, piloté par Sam Altman, le PDG d'OpenAI, celui qui a fondé ChatGPT, mais également avec une banque d'investissement japonaise. Cette semaine, Ursula von der Leyen a dit des choses assez importantes pour l'Europe, qu'on aurait pu relever aussi. Elle a parlé, et ça fait suite au rapport de Mario Draghi, ça fait suite à une conversation et à une ambition que le président de la République porte depuis maintenant quelques temps, qui a été repris aussi dans le discours de politique générale du Premier ministre, de se dire il faut que l'Europe accélère. Il faut qu'il n'y ait plus de tabou sur le fait que, oui, dans les 10 dernières années, il y a un certain nombre de choses, dont la technologie, sur lesquelles on n'a pas réussi à prendre la vague assez rapidement qu'on l'aurait dû. Mais c'est pas trop tard. Le moment, il est maintenant pour l'Europe. Elle a parlé de quoi, Madame von der Leyen? Elle a parlé d'accélérer sur la compétitivité. Elle a parlé de la simplification de nos règles pour permettre que les entreprises puissent aller plus vite. Elle a parlé d'investissement. C'est ce qui guidera l'action européenne et c'est bien sûr ce qui guidera notre action. Ici, dans le sommet pour l'action sur l'IA, on aura l'occasion de montrer un certain nombre des initiatives très concrètes qu'on va prendre pour pouvoir accélérer. Lors du précédent budget, projet de loi de finances, celui qui a été censuré, des dispositifs de votre domaine de compétences, le crédit d'impôt innovation, les réductions sur le dispositif des jeunes entreprises innovantes, ont été supprimés, ce qui a
fait bondir votre ancienne maison, la French Tech, qui a exprimé son mécontentement. Avez-vous réussi à les rétablir pour ce budget ? Ma position sur ces dispositifs d'innovation sera la même que lors des discussions budgétaires précédentes. On a une situation budgétaire qui est celle qu'on connaît. Quand je vais rencontrer les entrepreneurs dont je vous parlais, que ce soit à Nancy ou à Rennes ou en Essonne, la première chose qu'ils me disent, avant toute chose, c'est qu'il nous faut un budget. Un entrepreneur, il a besoin de stabilité, il a besoin de savoir comment le contexte évolue pour reposer le crayon et commencer à réinvestir. Ils ne seront pas rétablis, ces crédits, j'imagine. Ces crédits-là ont été réintroduits dans le budget, la copie du budget du gouvernement de Michel Barnier. Le ministre Éric Lombard l'a mentionné dans son discours de vœux hier. Nous réintroduirons aussi ces dispositifs, notamment le dispositif Jeune Entreprise Innovante dont vous parliez, qui est un dispositif qui a porté ses fruits, qui a été évalué, qui est positif pour notre entreprise, en responsabilité, c'est-à-dire que s'il faut se poser la question de comprendre comment est-ce qu'on peut rendre les dispositifs plus efficaces, on le fera, mais je resterai toujours vigilante à ce que les entreprises d'innovation puissent avoir notre soutien. Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre, plaide pour la création d'un réseau social européen. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce qu'on en a les moyens, Clara Chapaz ? Moi, ce qui m'intéresse sur cette question de l'innovation et de la technologie, c'est de se dire comment est-ce qu'on met nos efforts sur les technologies qui vont vraiment transformer notre quotidien. On a parlé d'intelligence artificielle. Sur la question des réseaux sociaux, on en a un peu parlé. On a des millions d'Européens et de Français qui utilisent des plateformes aujourd'hui qui ne sont pas des plateformes européennes. Mais du coup, je pense que plutôt que de nous interroger sur le fait de est-ce qu'il faut ou pas un réseau social européen, je pense que ça doit nous interroger sur le fait de se dire comment on fait en sorte que sur l'intelligence artificielle qui va transformer nos vies, on ne se réveille pas dans 20 ans en regardant en arrière et en se disant « Ah bah zut !» C'est un peu trop tard, vous voulez dire, pour le réseau social ? Je veux dire que le combat sur l'intelligence artificielle me semble extrêmement important et que les gens sont libres d'aller sur les réseaux sociaux qu'ils veulent. Il y a des alternatives qui existent. Mais en tout cas, dans 15 ans, je veux qu'on puisse se retourner et se dire cette nouvelle révolution industrielle qui est devant nous, grâce à l'intelligence artificielle, elle a donné des entreprises européennes qui sont cœur à l'utilisation des Français et des Françaises. Merci Clara Chapaz, ministre déléguée à l'intelligence artificielle et au numérique, d'être venue dans Sens Politique. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Je rappelle pour toutes celles et ceux qui nous posent la question que le choix de nos invités se fait en fonction des règles de l'Arcom, qui impose le pluralisme en fonction des forces politiques représentées au gouvernement, comme vous, ou au Parlement, y compris hors période électorale. Merci infiniment à Léa Varin, qui m'a aidé à préparer cette émission, à la réalisation, comme chaque semaine, Luc-Jean Reynaud, à la technique Marie-Claire Oumabadi et à la vidéo Vincent Ronet. À samedi prochain. Très bel après-midi sur France Culture.